dans la vie, on peut changer de tout. On peut changer de femme, on peut changer de voiture, on peut changer de maison. Mais tu ne changeras jamais d'équipe de foot. La réalité, c'est qu'elle peut être aussi nulle que tu veux. Et je sais de quoi je parle en ce moment. Tu ne changes pas d'équipe. C'est comme ça et tu ne sais pas pourquoi tu aimes cette équipe. Moi, cette équipe de Bordeaux, je l'ai aimée alors que je ne suis pas bordelais. C'est pas ma région. Mais il y a un truc qui a fait à un moment donné que c'était cette équipe et pas une autre. Pourquoi? C'est irrationnel. Et comme c'est irrationnel, c'est ancré, c'est comme ça et ça ne bougera jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur J'avais dit. Aujourd'hui, petit épisode en extérieur, on profite du beau temps et pour m'accompagner, je suis avec Louis-Marie Valin. Enchanté, comment tu vas? Salut Anthony, bah écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Super, bah écoute, on profite du beau temps ensemble et on va parler foot, tout ce qu'on aime. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour nos invités qui ne te connaissent pas? Oh, bien sûr, moi je suis un expert de sport. Je travaille dans le sport depuis 20 ans. Trop bien. Donc j'ai commencé dans le tennis professionnel, puis aujourd'hui plutôt un expert communication. On a monté l'Observatoire du sport business où on explique un petit peu pour vulgariser aux gens ce que c'est, le sport et l'économie du sport. Et à côté de ça, à côté de l'aspect médiatique de l'Observatoire du sport business, on a une agence qui s'appelle Inesport, qui fait du conseil en stratégie de communication, du conseil en développement d'équipements sportifs. Bref, un petit peu tout ce qui touche au sport business à 360 degrés. Ok, donc vraiment dans le sport, vraiment le sport. Donc j'imagine que tu es vraiment un accro de tous ces sujets-là. À quel moment, toi, tu as identifié que tu passerais plutôt du côté business, l'étude du business dans le sport, et que tu mettrais un petit peu de côté, on va dire, tes idées de supporter? Alors c'est assez difficile à dire parce qu'en fait, finalement, comme tous les gens de ce secteur, au départ, tu es un passionné. Moi, j'étais passionné de fou. Vraiment, je suivais tous les sports possibles et imaginables. C'était complètement... j'étais accro à ça, complètement. Je vivais sport, je dormais sport, je mangeais sport. C'était que ça dans ma vie. Puis un jour, je me suis dit, je me suis plus à quel âge. J'aurais du mal à le dater. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un métier? Et en fait, ce qui était un peu concomitant, c'est de se rendre compte, quand je suis commencé à beaucoup aller sur des événements, me rendre compte qu'en fait, le sport, c'est pas que sur le terrain que ça se passe. Ouais, c'est vrai. Que tu as énormément de gens qui organisent. Si tu vas à Roland-Garros, tu vas voir qu'il y a des centaines et des milliers de gens qui sont là en train de se coordonner pour que l'événement ait lieu. Et ça m'a vraiment intéressé. Et puis un petit peu, de fil en aiguille, on a commencé à se rendre compte que y avait des choses à faire, des choses à expliquer dans le sport business, et que c'était une économie réelle qui pesait très lourd. Et donc voilà, depuis j'en fais mon métier et c'est super cool. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en fait, tout l'envers du décor. C'est comme un spectacle, tout ce qui se passe en coulisses, les gens ne se rendent pas compte forcément, ils ne voient que ce qui se passe sur scène, mais il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de monde en fait derrière tout ça, c'est toute une instance. Bien évidemment, et si tu vas un petit peu plus loin, tu te rends compte que le sport finalement c'est un secteur d'activité comme un autre et qui draine énormément d'argent. C'est clair. Donc finalement, au-delà de juste ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on voit, toute la partie immergée, c'est ce qui va se passer à côté en termes économiques, en termes de développement, en termes marketing, en termes de communication. Tous les métiers sont représentés. Finalement, je le dis à ceux qui nous regardent, vous voulez travailler dans le sport, vous pouvez être juriste dans le sport, vous pouvez faire tous les métiers dans le sport. C'est clair. Et du coup, toi, ton point de vue là, moi aujourd'hui, le média est vraiment orienté sur la Coupe du Monde, donc principalement dans le foot. Toi, tu suis cette Coupe du Monde, tu es passionné de foot. Qu'est-ce que tu as à nous dire un peu sur le football? Bien sûr, le foot, de toute façon, on est tous passionnés de foot. La réalité, c'est que les passionnés de sport, ils ont généralement leur sport de prédilection plus le foot. Parce qu'on est tous passionnés de foot. C'est obligé, quelque part. Et on a tous une première émotion vis-à-vis du foot. Moi, pour tout dire, j'ai commencé à suivre le foot. La première émotion dont je me souviens vaguement, sans être supporter, c'était la victoire de l'OM en 93. Et la Coupe du Monde, la première match de Coupe du Monde, je peux te dire lequel c'était. C'était la finale 94 entre le Brésil et l'Italie. Voilà, ça c'est mon premier souvenir de Coupe du Monde. Trop bien. Et en tant que supporter, moi j'ai pas de chance, je suis supporter de Bordeaux. Donc c'est vrai que depuis quelques années c'est devenu très difficile. Mais mes premiers émois de supporter vraiment fanatiques, c'est cette compétition de Coupe d'Europe en 96 où tu as Zidane, Lizarazu, Dugas qui t'emmènent en finale de Coupe d'Europe. Et ça je me souviens, j'habitais à l'étranger, donc ça se passait la nuit, je me levais le matin, j'avais 10 ans. Pour savoir ce qui s'était passé, et du coup l'Euro 96 en suivant. Et voilà, là vraiment, le supporter est né. Ouais, vraiment. Il y a beaucoup de monde que je reçois, ils disent un peu vraiment les mêmes choses que toi. C'est vraiment aux alentours de la préadolescence qu'il y a vraiment les gros premiers souvenirs de football où on est vraiment à fond dedans, on est vraiment supporter de nos équipes et c'est vraiment les images qui nous marquent le plus, c'est à ce moment-là. Puis après, ça crée, on va dire, l'adulte que tu deviens et qui traverse les générations football. Mais c'est vrai que
ce qui rejoint vraiment tout le monde, c'est cet épisode-là des 10-12 ans où on est vraiment à fond dans les… Tu sais ce qu'on dit, hein, dans la vie, on peut changer de tout. On peut changer de femme, on peut changer de voiture, on peut changer de maison. Mais tu ne changeras jamais d'équipe de foot. La réalité, c'est qu'elle peut être aussi nulle que tu veux. Et je sais de quoi je parle en ce moment. Tu ne changes pas d'équipe. C'est comme ça et tu ne sais pas pourquoi tu aimes cette équipe. Moi, cette équipe de Bordeaux, je l'ai aimée alors que je ne suis pas bordelais. C'est pas ma région. Mais il y a un truc qui a fait à un moment donné que c'était cette équipe et pas une autre. Pourquoi? C'est irrationnel. Et comme c'est irrationnel, c'est ancré, c'est comme ça et ça ne bougera jamais. Trop bien. Un fidèle supporter. Du coup, là, à travers ces Coupes du Monde, on est sur un nouveau format. On est déjà avancé, là, on est dans les huitièmes de finale. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce format de 48 équipes sur 3 pays différents, sans aller dans trop d'extravagance, mais qu'est-ce que ça représente d'un côté business plutôt que sportif? Mais il est évident que c'est un choix qui n'est pas sportif. Ok. Très clairement, l'objectif de la FIFA, c'est de toucher le plus de pays possible pour vendre le plus de business possible. Il faut bien comprendre qu'à chaque pays que tu vas rajouter des droits télé. Ça, c'est une première chose. Tu vas rajouter des droits télé, donc à chaque fois, tu vas vendre à un pays supplémentaire. Mais en plus de ça, tu passes de 70 matchs à 110 matchs. Donc tu rajoutes à chaque fois. Tu rajoutes chaque fois donc, de la diffusion, donc des annonceurs qui vont payer des publicités. Bien sûr, tu rajoutes de la billetterie, tu rajoutes du ticketing. Donc, plus tu vas avoir d'équipes, plus la compétition va durer longtemps, plus elle va occuper l'espace médiatique, plus tu vas générer des revenus. On va pas se mentir, hein, la FIFA aujourd'hui, elle n'est pas du tout dans une optique uniquement sportive. Même si elle se cache un peu dans cette idée d'universalité en disant plus on a de pays, plus tout le monde participe à la fête. Oui, là, on est d'accord que c'est un petit peu de l'hypocrisie. C'est plus on a de pays, plus on va avoir des matchs, plus on va générer de l'argent. Plus il y aura de monde, plus il y aura de… Ça engendre beaucoup de choses. Et surtout aussi que les petits pays aussi ramènent leur pierre à l'édifice, qui ramènent des nouveaux viewers, beaucoup de monde qui regardent, qui sont impactés aussi par cette compétition. J'ai cru voir qu'il y avait plus de 5 millions, je crois, ou 5 milliards pardon, de téléspectateurs. Bien sûr. Là, on sait que c'est l'événement sportif le plus regardé au monde et de très loin. Et plus tu vas rajouter de pays directement impliqués, plus tu vas augmenter cette manne qui va regarder. Donc, c'est sûr que c'est hyper important. Et tu parlais des 3 pays qui organisent, c'est pas du tout anodin. Alors bien sûr, on pourrait revenir, on ne fera pas aujourd'hui, mais sur tous les aspects écologiques de cette immense compétition qui se joue sur un continent. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout un hasard que ça se passe aux États-Unis. Tout le monde se demande, mais pourquoi les États-Unis, qui ne sont pas un pays de football? Eh bien justement, c'est parce que ça n'est pas un pays de football. Ils veulent toucher un nouveau public, ils veulent ramener encore Exactement. On le sait, nos pays, ils sont à maturité sur le football. En Europe, tout le monde consomme du foot et le marché il est presque saturé de matchs. C'est vrai. En revanche, aux États-Unis, et ça, faut surtout pas sous-estimer la taille de ce marché, en termes de business sportif, les États-Unis, c'est 50% du marché mondial. Ah ouais. Donc c'est ce qu'il faut se dire, à peu près. Donc c'est un marché immense et qui pourtant n'est pas du tout, très peu impacté par le football masculin. Donc il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le développement de la FIFA et du football, il passe nécessairement par conquérir ce marché qui est le marché principal. Je te donne 2 chiffres pour que tu t'en rendes compte. En termes de publicité, tu vois, une publicité sur TF1 avant la finale 2022, donc France-Argentine, le ticket d'entrée, c'est 330 000 €. C'est beaucoup. Waouh, ok. Mais pour te donner une comparaison, le ticket d'entrée pour une publicité au Super Bowl, qui n'intéresse que les États-Unis, c'est 5-7 millions d'entrées pour les mêmes 30 secondes. Ok. Tu te rends bien compte maintenant qu'en termes de business, on ne parle pas du tout de la même histoire. On n'est pas sur les mêmes chiffres. On n'est pas sur les mêmes chiffres. Donc, ils veulent investir les États-Unis. D'accord. Et c'est pour ça que tu as eu la Coupe du Monde des clubs l'an dernier, tu as eu la Coupe du Monde féminine il n'y a pas longtemps, tu as la Coupe du Monde des hommes maintenant. C'est la priorité absolue. Ok, ils veulent vraiment rajouter, intégrer vraiment ce marché mondial. Et on voit bien qu'ils font tout pour faire plaisir aux Américains. On l'a vu récemment avec l'affaire Balogun. Il faut faire plaisir aux États-Unis. C'est ça. Donc là, c'est de la séduction. Là, vraiment, Infantino, il est là pour que la compétition se passe bien. Puis en même temps, on peut dire ce qu'on veut quand on voit les stades qu'ils ont, les infrastructures exceptionnelles qu'ils ont. C'est clair. Bon, non, c'est beau, c'est des beaux matchs. On prend du plaisir à regarder. Et aussi, c'est beau de voir une compétition avec vraiment des matchs pleins, etc. C'est vraiment des supporters, il y a de la ferveur, il y a beaucoup de choses. Moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir pendant cette Coupe du Monde. Tu parlais de Balogun, là, justement. C'est un peu la polémique de ces derniers jours. Qu'est-ce que ça renvoie comme image de la FIFA? Justement, tu me dis c'est peut-être pour faire plaisir
aux États-Unis. Mais est-ce que ça renvoie pas plutôt une image société, entreprise, plutôt qu'une instance de sport, de football mondial? Mais je crois que les gens, en fait, n'ont pas fait le switch qu'il fallait faire. Aujourd'hui, la FIFA, bien qu'elle conserve un statut d'association qui n'est pas à but lucratif sur le papier, la réalité, ça fait bien longtemps que son premier objectif est qu'elle fonctionne en tout cas comme une entreprise qui est là pour gagner des marchés, faire du business et développer son activité pour gagner du pognon. La réalité, c'est que la FIFA, maintenant, c'est son objectif premier. Et qu'il faut voir que les compétitions, les continents qu'ils investissent, ce sont comme une entreprise qui vient conquérir des marchés. Ils sont exactement dans cette logique. Donc, effectivement, l'affaire Balogun, alors, on pourrait revenir sur le fond. Moi, j'ai pas envie de faire des polémiques d'arbitrage, je suis pas arbitre professionnel. Ceci étant, c'est vrai que ça peut être surprenant parce que le carton rouge ne paraissait pas complètement décorrélé d'une certaine réalité des règles, même si on peut dire que Messi n'a pas eu la même sanction alors qu'il a fait à peu près la même faute. Donc quelque part, ça pourrait aller dans le sens d'une harmonisation. La seule question qu'on va se poser, c'est toujours le problème, c'est qu'on se dit si ça avait été à l'inverse, si ça avait été Lukaku qui avait pris ce carton rouge, est-ce qu'il aurait été annulé? On le saura jamais. Ça fait rentrer un petit peu le côté complotiste qu'aiment bien les gens, ça fait de la polémique, ça crée du buzz. Et effectivement, en plus, on a un président qui est omniprésent, omnipotent, qui ne peut pas s'empêcher d'expliquer qu'il a appelé le président de la FIFA. Donc, quelque part, ça brouille le message. On peut imaginer que la FIFA avait déjà prévu d'annuler ce carton pour des raisons techniques et que le fait que Donald Trump s'exprime sur ce sujet crée une discordance dans la temporalité de cette annonce. Donc toi, de ton point de vue, Trump n'aurait pas dû réagir à ça? Mais certainement pas. Il n'aurait surtout pas dû réagir. Parce qu'en réagissant, il crée la polémique. Si on avait juste eu un communiqué de la direction de l'arbitrage de la Coupe du Monde qui dit « Au regard des images, on est revenu en disant que ça ne méritait pas un carton rouge, on a un petit peu annulé », pourquoi pas? Ça n'aurait pas fait la même polémique. Là, on a l'impression que le carton rouge a été annulé parce que Donald Trump a pris son téléphone. C'est ça. Il a pris les choses en main et puis il a dit « Je vais pousser les États-Unis le plus loin possible ». Mais du coup, est-ce que dans ça, si jamais là… pour ce huitième de finale, les États-Unis sortent de la compétition parce que du coup, ça engendre le fait que leur meilleur joueur, entre guillemets, doit être présent pour consolider l'équipe. Si ça impacte les États-Unis dans le bon sens, est-ce qu'il y aura un impact financier aussi pour la suite de la compétition par rapport au pays qui est organisateur? Alors, de toute façon, il est certain que c'est toujours mieux que le pays organisateur reste le plus longtemps possible dans la compétition pour assurer des audiences plus importantes. Et encore une fois, tout dépend du pays organisateur. Quand tu es en Afrique du Sud, que l'Afrique du Sud n'aille pas loin, c'est pas grave parce que le marché local ne représente pas une énorme manne financière en termes de droits télé, en termes de diffusion, en termes d'annonceurs. Je te donnais l'exemple tout à l'heure des publicités. Si demain, disons que les États-Unis sont en finale de la Coupe du Monde, c'est possible. Imagine, les spots qui vont se vendre à la télé américaine vont exploser. Parce que ce sont des deals qui se font à la dernière minute. Parce que, bien évidemment, c'est comme à TF1. Enfin, c'est M6 cette année, c'est vrai qu'on a l'habitude de TF1, mais c'est M6. M6, quand ils vont vendre leur spot, c'est pas la même chose s'ils vendent une finale avec l'équipe de France, une finale sans l'équipe de France. C'est sûr. Donc, tout le monde, en tout cas financièrement, en termes d'image, a intérêt à ce que les États-Unis restent le plus longtemps dans la compétition. Ça, c'est une certitude. Je comprends bien. On va laisser un peu les États-Unis de côté. Tu me parles d'M6 qui prend les droits TV cette année, alors que ça faisait, je crois, 45 ans que c'était TF1 aux commandes. Qu'est-ce que ça impacte, toi, financièrement sur cet aspect-là? Parce qu'il y a des records d'audience en plus d'M6 qui ont été identifiés pour les matchs de l'équipe de France. Pour M6, c'est extraordinaire. Je pense qu'ils ne s'y attendaient pas, honnêtement. Il y a une stratégie qui a été mise en place du côté de TF1. Je pense que TF1 a été un petit peu frileux de mettre autant d'argent sur la table. Avec des horaires aussi décalés. Je ne suis pas dans la négociation et dans le bureau des dirigeants de TF1, mais le fait que ça soit une Coupe du Monde qui soit lointaine, avec des fuseaux horaires qui soient les moins intéressants pour nous, parce que finalement, c'est mieux quand c'est en Asie, on regarde les matchs dans la journée, mais là vraiment, c'est au milieu de la nuit, il y a plein de matchs qui ont des horaires vraiment compliqués. Et donc, je pense qu'ils ont craint, face au prix des droits télé, de ne pas rentrer dans leurs frais. Ils vont pas être et M6, qui pour le coup, c'était une opportunité extraordinaire de grandir, à sauter sur l'occasion. Ok, trop bien. C'est vrai que ça change parce qu'on a l'habitude de nos commentateurs, on a l'habitude de Margoton, on a l'habitude de tout ça. Et ça fait bizarre, mais moi je trouve ça
moi j'aime bien la nouveauté. J'aime bien quand ça bouge un petit peu. Et en plus, ils se sont bien adaptés avec Bein et tout. Ils alternent un petit peu les matchs. Bein prend les matchs de la nuit et M6 prend les matchs les plus importants en journée. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Ça change un petit peu. Ok. Avant de passer au sujet principal de la vidéo qui sont les pronostics des matchs des derniers huitièmes de finale. C'est quoi toi ton point de vue générique, on va dire, sur la Coupe du Monde et qu'est-ce que ce sera de ton point de vue, qu'est-ce qui va changer par rapport à la prochaine édition? Je crois qu'on a bien compris vers quoi ça allait. Ce que j'en pense moi, c'est que je suis un peu partagé, pour être tout à fait honnête. Moi, ce format de 48 pays, j'étais pas hyper fan parce que je trouve que la lisibilité, elle est pas bonne. Ouais. Je déteste dans une compétition quand on commence à rentrer dans meilleur troisième et que ça donne un tableau qui est compliqué. J'adore au début d'une compétition savoir qu'il y a tant de groupes, que ça va se croiser, pouvoir me projeter. Et ça, j'ai trouvé que c'était très difficile en termes de projection, de savoir où tu allais te retrouver dans le tableau, qui tu pouvais potentiellement jouer en huitième, en quart, en demi. Donc ça, c'était un peu plus compliqué. Et je pense que s'ils vont dans cette direction-là, et c'est ce qui risque d'arriver, parce qu'on ne reviendra jamais en arrière, allons-y carrément. Ce format de 48, il est un petit peu bâtard, parce que c'est un entre-deux. Tu es obligé d'avoir ce format de meilleur troisième, un peu complexe. Je pense qu'on va vite arriver à 64 équipes, ce qui va permettre de revenir dans quelque chose, alors il y aura plus de groupes, mais qui va revenir dans quelque chose avec plus de lisibilité, qui permettra de gagner en clarté. Et on voit bien cette année, ce qui va dans ce sens-là, c'est qu'il y a plein de petites équipes qui n'ont pas été ridicules. Et là où on a beaucoup entendu des éditorialistes, des journalistes de dire ça va être ridicule, il y a des équipes qui vont prendre des énormes tannés. Exactement. Et on voit le Cap-Vert qui a ça de sortir l'Argentine. Bien sûr. Et qui est tout sauf ridicule, qui fait match nul face à l'Espagne, qui est loin d'être ridicule. Et quelque part, on voit bien que de toute façon, le football progresse. Exactement. Alors après, on peut s'interroger comment. Le Cap-Vert, on a vu qu'il y a plein de Néerlandais qui jouent dans cette équipe. C'est un peu plus spécifique, mais en tout cas, il ne faut pas se leurrer. Comme je l'ai dit, ça génère énormément d'argent. On va aller vers de plus en plus de matchs, de plus en plus d'équipes. Et ce qui va poser problème du coup, c'est qu'il va falloir trouver des pays qui sont en capacité d'organiser ce type de tournoi qui vont être encore plus larges. Tout le monde n'est pas les États-Unis. Tout le monde n'a pas 10, 20 stades à 80 000 places. Exactement. Là, on voit bien que, par exemple, pour les prochaines éditions, pour 2034, 2038, 2038, la FIFA aimerait bien que la France fasse acte d'une candidature. Okay. Mais demain, la France n'est pas capable d'organiser une compétition comme on l'a vu ici, avec des stades aussi grands. Donc peut-être que l'avenir, ça serait une compétition, je sais pas, France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, voilà, des pôles un peu plus gros. D'accord. C'est ce vers quoi on va aller. Comme il va y avoir là sur la prochaine édition, normalement c'est Portugal, Espagne, Maroc, je crois. Tout à fait. Okay. Donc on va avoir, je pense, de plus en plus ces co-organisations parce que très peu de pays ont un pool de stades et d'infrastructures suffisantes qui soient premium. Ok, trop bien. Écoute, Louis-Marie, merci beaucoup pour toutes ces analyses. Nous, on va passer donc au sujet principal de la vidéo, les pronostics. Et Louis-Marie va se mouiller sur les matchs de ce soir. Du coup, Louis-Marie, j'avais dit, mes invités à chaque fois ils se mouillent sur les matchs du jour. Donc là, c'est les derniers matchs des huitièmes. Donc on a de la chance que les horaires soient bien adaptés cette fois-ci. Le premier match, c'est Argentine contre l'Égypte. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ce que j'en pense déjà, c'est que l'Argentine, elle m'inquiète un peu, notamment dans ses dimensions athlétiques. Okay. Mais je dirais qu'ils ont de la chance pour ce huitième parce que c'est un peu la même chose pour l'Égypte. C'est pas très athlétique. Salah, c'est vieillissant aussi. Donc je pense que c'est un match-up qui est encore bon pour l'Argentine. Okay. Donc je les vois encore passer difficilement, mais je les vois bien un petit 2-1 avec encore un but de Messi, parce que de toute façon tout tourne autour de lui. Donc je vois bien l'Argentine continuer son petit bonhomme de chemin. Trop bien. Ça sera peut-être le dernier. Ouais, ça va être dur. De toute façon, s'il passe là, après ça va être très compliqué. Mais bon, on va voir si tu avais livré ou pas là-dessus. Le deuxième match, on aura peut-être enfin l'occasion de voir ce qu'ils vont donner la Colombie, parce qu'à chaque fois ils jouaient la nuit, donc c'était un petit peu compliqué de les suivre. Ils jouent contre la Suisse. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'aime beaucoup cette équipe de Colombie. Ouais, c'est vrai qu'ils montent un vrai visage. C'est une des équipes qui joue le mieux. Personne ne le voit du coup, mais c'est vraiment une équipe qui a un très très beau fond de jeu, qui va vite, qui est collective, face à une Suisse qui est pas très inspirante. C'est solide, ça manque d'inspiration. Voilà, j'ai envie de me dire que il faut que ça soit la Colombie qui aille plus loin. Donc je sais pas si c'est ma rationalité qui parle ou si c'est le cœur, mais en tout cas, pour là, je suis complètement pour la Colombie. Et je crois que ça va être un match assez enlevé. Contrairement, pourquoi pas un 2-0 assez sobre, assez simple.
Je crois beaucoup en cette équipe de Colombie. Je la vois bien battre l'Argentine, mais bon, on n'en est pas là. Ouais, ça va être un beau match par la suite. Ok, très bien. Bah écoute, 2-0 pour la Colombie. Moi, je te suis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense qu'ils ont montré un vrai visage et c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément et finalement qui renvoie beaucoup de bonnes choses. Ok. Bah, Lou-Marie, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Et Partagé. puis, on se retrouve ce soir, savoir si tu avais dit vrai ou pas. Exactement. Merci beaucoup à tous. Bye bye. Ciao, ciao.